parfois les gens disent mais alors est-ce qu'on n'est pas en train de trop simplifier quand on fait une vision? Mais en fait, on a besoin de liberté, égalité, fraternité et des droits de l'homme. C'est comme dans un avion, on a besoin il y a 2 ou 3 indicateurs vitaux, l'assiette, la vitesse, le machin. Et si vous voyez un cockpit de Boeing, il y a 250 indicateurs. Pour moi, la différence entre la vision et les droits de l'homme, c'est que la vision, justement, c'est ce qui va émotionnellement me fédérer. Et ensuite, j'ai besoin de toute la spécificité, de toute la complexité des droits de l'homme ou d'un cockpit ou de tout ça pour faire de la nuance et pour réfléchir ensemble, évidemment. Une vision ne sert pas à prendre des décisions, surtout tout le temps au quotidien, quoi. C'est vraiment penser à votre avion. Oui, vous avez besoin du levier sécurité, il y a pas de doute. On n'est pas en train de l'enlever quand on fait la vision. Quand on fait la vision, on se donne une direction à long terme, on se donne un rendez-vous dans le futur. On n'est pas en train de définir tout le chemin, chacune des balises. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde avec Charlie. Salut Charlie. Salut Pat. Ça fait un moment qu'on n'en a pas enregistré tous les deux. Exact. Pour en voir plus souvent, il faut vous abonner, mettez des commentaires et des pouces bleus, ce sera parfait, ça nous aide et ça nous encourage. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on nous parle très souvent, les visions en entreprise. Comment on définit une vision, comment on l'anime, qu'est-ce qui fait une bonne vision, qu'est-ce qui fait pas une bonne vision. On va évidemment parler des pièges, de toutes les visions dont on voit qu'elles sont faites avec les meilleures intentions du monde, mais à côté de la plaque. Toutes les petites erreurs et toutes les petites corrections qu'on va pouvoir faire, et on va essayer de vous donner aussi les meilleures visions, soit celles de nos clients, soit celles qui sont tellement connues que vous les connaissez aussi, pour essayer d'illustrer les meilleures visions, comment on les fait, comment on les anime. Pourquoi c'est un sujet comme ça aussi important, pourquoi on en parle tant déjà? Quand on a un problème avec son équipe, avec son projet, assez rapidement vient sur la table qu'il manque la vision n'est pas assez claire, la vision n'est pas assez partagée, ça remonte presque dans les... C'est pas toujours d'ailleurs la vraie cause. Ouais. La vraie cause, le vrai problème. Mais en tout cas, c'est une des causes qui arrive le plus vite à l'esprit. Ouais, c'est une de celles aussi qui est énormément défendue sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est avec la fameuse expression, là, accroche ton char à une étoile, etc., etc. Donc tout le monde y va un peu de sa petite métaphore pour expliquer qu'il faut voir loin pour pouvoir décider à court terme. C'est évidemment vrai dans l'absolu, mais comme tous les trucs de LinkedIn, c'est un peu simpliste dit comme ça. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette table ronde, c'est de décortiquer un peu ce qu'il y a derrière la vision. Si vous vous posez des questions sur votre vision, est-ce que vous en avez une, est-ce qu'elle est bien? Si vous en avez pas, comment la faire? Et on va essayer à la fois d'être le plus précis possible sur comment ça marche et pourquoi elle est bonne, et aussi comment on peut vous aider un peu à y réfléchir sans nous, avant de nous appeler si vous voulez aller un peu plus loin, mais surtout d'essayer de bien décortiquer ces deux mécanismes. Et puis les pièges à éviter. Pour certains, vouloir aller trop vite, c'est tomber très vite dans un des pièges, et je pense que, on peut le dire, 9 fois sur 10, la vision qui est définie, celle qui est construite parce que justement elle est pas prise par le bon bout, elle tombe dans un de ces pièges. Oui, d'ailleurs c'est assez amusant, pas toujours pour eux, mais quand nous on rencontre des entreprises qui disent qu'ils ont une vision, qu'on en fait une, elles sont très prédictibles, c'est-à-dire qu'on arrive très vite à dire vous me dites rien, vous voulez être les référents dans votre secteur ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui reviennent énormément, beaucoup de lieux communs. Et ça c'est évidemment un piège, mais qu'on va décortiquer pourquoi on arrive à ce lieu commun-là. Mais ce qu'on va peut-être faire avant d'aller dans les pièges, c'est peut-être de se rappeler à quoi ça sert, au-delà de l'étoile et du char là. C'est ça l'idée générale, mais à quoi ça sert? Pour moi, la première chose, la vision, elle permet de connecter. C'est-à-dire, l'intérêt d'une vision, c'est que les actions qu'on fait au quotidien ont un sens global qui est lié à cette vision, et surtout, ce sens global ne change pas en fonction du contexte. Une bonne vision, d'ailleurs, elle ne dépend pas du contexte. Ça en exclut d'ailleurs une bonne partie de celles qui sont définies aujourd'hui, puisque c'est son intérêt, qui est de dire finalement, peut-être qu'on se réorganisera, peut-être que on va changer de priorité, peut-être qu'on va être en crise, mais notre vision ne changera pas, et donc toute action qui est connectée avec cette vision aura son sens dans la construction de l'avenir de la boîte. Je prends un exemple tout bête pour vraiment que vous voyez tout de suite de quoi on parle. Une des plus connues pour nous et qu'on utilise très souvent, c'est celle de Decathlon, rendre le sport accessible. D'une façon ou d'une autre, tu peux changer le contexte dans tous les sens. Ça marchera ça peut toujours marcher, quoi. C'est pas lié à, tiens, il y a les JO, ça va peut-être favoriser ça, mais s'il y avait pas les JO, on pourrait quand même rendre le sport plus accessible. C'est ça, quelle que soit la concurrence, quelles que soient les conditions économiques du marché, ça va avoir du sens. Donc ça connecte bien, quel que soit le contexte. Et ça connecte, donc ça me permet, c'est encore la tarte à la crème LinkedIn, de donner du sens. Typiquement, je suis toujours chez mon Decathlon. Tiens, on est en train de développer un produit. Est-ce que c'est un produit qui, si on le développe, va rendre ce sport plus accessible? Je pense par exemple au masque de plongée, tu sais, celui qui prend la tête complètement, qui évite d'avoir la technique de respiration un peu compliquée d'un masque classique. Ça rend plus accessible
la plongée, d'avoir ce masque-là. Et donc on voit bien que dans leur priorisation de R&D, la vision vient très très vite pour les tentes, pour tout le matériel. Du vendeur de rayons nautiques jusqu'au directeur de la stratégie de la boîte, ils peuvent se connecter à la même chose. Voilà, et parler du même sujet. Le deuxième point pour moi qui est très important et qui est très important pour nous chez Albus, c'est mobiliser. Pour une raison très simple, c'est qu'on le dira plus tard, la vision, elle doit être en partie émotionnelle. Ça peut pas être uniquement un objectif ou autre. Il faut qu'il y ait une part d'émotion et que l'émotion dans le moteur interne des gens est très important. Dans la prise de décision, et ça c'est les neurosciences qui nous le disent, l'émotion compte au moins autant que la raison. Et d'ailleurs, quand tout le monde pense au choix qu'il a fait dans sa vie, c'est rare que ce soit issu d'un calcul parfaitement rationnel. Et il y a toujours un côté, ça m'a donné envie, j'ai senti une espèce de force d'attraction qui m'a poussé à agir dans ce sens-là. La vision doit permettre ça. Et d'ailleurs, là encore, un exemple d'une vision dont on reparlera sûrement. On prend souvent pour la vision française, donc liberté, égalité, fraternité, ça c'est bien une vision. Et ça permet de mobiliser. Par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, on a un rassemblement à Paris qui est un des 3 ou 4 rassemblements les plus grands de Français dans la rue de toute l'histoire, autour d'une idée, la liberté. Et on voit bien que c'est cette vision qui, à ce moment-là, se réveille pour fédérer des gens qui habituellement ne le sont pas du tout. Donc on a bien là la vision et son effet. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez lié à ça et qui pour moi un troisième grand objectif d'une vision, c'est de valoriser dans le sens de donner de la valeur. Parce que on va prendre la plus mauvaise vision possible, qui serait doubler notre chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Ouais. Pardon à toutes les entreprises qui ont ça comme vision. Cette vision-là, elle rend très utilitariste l'action de tous. Et donc on dit finalement moi je participe à quoi? À doubler le chiffre d'affaires de ma boîte. Dommage, j'avais des valeurs et j'aurais bien aimé qu'elles s'expriment aussi dans ce qu'on vise collectivement. Et donc donner cette espèce de valeur dans le premier sens du terme à l'action, c'est aussi ça l'utilité d'une vision. On a commencé à dire il y a quelques pièges, il y a une série de pièges qui arrivent assez vite et le premier de ces pièges, le premier des pièges d'une vision, c'est de façon assez évidente, on est dessus là, c'est les poncifs. C'est-à-dire que c'est très compliqué en fait quand les visions paraissent être totalement écrites comme un post LinkedIn ou répéter une espèce de mantra ancien, etc. Donc là, dès que vous avez un truc comme ça très vague, très très générique, même si c'est plein de bons sentiments, ça marche pas. Oui, c'est ça. Par exemple, inventer le monde de demain grâce à l'énergie de tous et à la passion qui nous anime. On comprend pourquoi les gens ils disent ça parce qu'il y a des éléments, ça semble émotionnel. Ça correspond aussi, il y a du collectif, on a rajouté ensemble, ça c'est bien. Oui, mais en fait, qui ne peut ne pas être d'accord avec une vision comme ça? À quoi ça sert une vision si on peut pas ne pas être d'accord? À quoi ça sert une vision si probablement n'importe lequel de nos concurrents et parfois même des entreprises mondiales pourrait dire la même chose que ce qu'on est en train de dire? Ça éclaire rien du tout. Ouais, et on voit bien, je parlais de la vision française, on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, et on voit bien que d'ailleurs, le sujet de la liberté n'est pas un sujet absolu, et que la seule chose que ça génère, c'est de la mobilisation dans des cas extrêmes comme les attentats Charlie Hebdo, mais surtout ça génère des débats, en fait. C'est quoi la liberté? Qu'est-ce que t'entends par liberté? Moi c'est plutôt ça, etc. C'est à ça que ça sert une vision, et c'est pas à rassembler autour du mot le plus creux possible, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça ou trop de nuances, c'est-à-dire vouloir trop nuancer les concepts en disant on va dire liberté, mais évidemment en faisant attention au respect des autres qui permettent rien du coup à force d'avoir moyennisé chaque élément de la vision, il en reste plus grand-chose. Ce qui est intéressant dans le liberté, égalité, fraternité, c'est que c'est égalité. Après que ça soit sujet à débat, que le côté totalitariste de l'égalité soit questionnable, etc. Très bien, mais dans la vision telle qu'elle est formulée, il n'y a pas de nuance. Exactement. C'est comme rendre le sport accessible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du matériel de très haut niveau, et plus cher chez Decathlon. C'est pas leur positionnement que d'entrer par là et ils sont pas référents sur ce sujet. Le deuxième truc qui va un peu avec ce que tu as dit sur les nuances, c'est qu'une vision, ça peut pas être trop long. Une vision, si on peut pas la retenir, si on peut pas l'utiliser en une phrase, 2 phrases maximum, pas vraiment de sens en fait, parce que c'est quelque chose que du coup qui s'écoule, dont chacun a une compréhension un peu différente. Oui, en effet. Par exemple, les droits de l'homme, c'est plein d'éléments de vision à l'intérieur sur ce que c'est que les nouvelles sociétés qu'on veut construire. Et donc, en tant que tel, c'est génial. Maintenant, personne ne les connaît par cœur. Ouais, à part après les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ça, je mets au défi. Vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous le connaissez par cœur. Mais moi, je ne connais pas et je pense qu'il y a personne, presque personne, qui est capable de le faire. À part les gens qui sont spécialistes. Or, c'est un point qui nous rassemble. Donc, si c'est un point qui nous rassemble, faut que tout le monde le connaisse
vraiment entièrement. Et ça me permet quand même de faire une petite nuance, enfin pas sur la vision, mais parfois les gens disent mais alors est-ce qu'on n'est pas en train de trop simplifier quand on fait une vision? Mais en fait on a besoin de liberté, égalité, fraternité et des droits de l'homme. C'est comme dans un avion, on a besoin il y a 2 ou 3 indicateurs vitaux, genre l'assiette, la vitesse, le machin. Et si vous voyez un cockpit de Boeing, il y a 250 indicateurs. Pour moi, la différence entre la vision et les droits de l'homme, c'est que la vision, justement, c'est ce qui va émotionnellement me fédérer. Et ensuite, j'ai besoin de toute la spécificité, de toute la complexité des droits de l'homme ou d'un cockpit ou de tout ça pour faire de la nuance et pour réfléchir ensemble. Évidemment, on n'est pas en train de dire, une vision ne sert pas à prendre des décisions, surtout tout le temps au quotidien, quoi. Il faut autre chose. D'ailleurs, quand on accompagne les codires, je pense que pour toi, c'est pareil dans ces travail de définition d'une vision. Moi, je leur dis à l'avance, en fait, vous allez commencer par quelques éléments, puis petit à petit, vous allez rajouter des choses. On ne peut pas ne pas parler de ça, on ne peut pas ne pas dire ça, etc., etc. Et ça va devenir totalement, justement, tiède, trop long, impossible à retenir, etc. Donc, faites gaffe. La bonne vision, c'est celle où il n'y a plus rien à enlever, pas où celle où il n'y a plus rien à rajouter. Et ben, malgré ça, ils y vont quand même. Ouais. Parce que c'est trop dur de dire, c'est incroyable, on n'a même pas parlé de sécurité, on est une usine et il n'y a pas sécurité dans notre vision, enfin, n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi. Non, mais par exemple. Et ben, ça, c'est vraiment important. Il faut surtout pas céder à ce tropisme qu'on a tous à vouloir ajouter des trucs. C'est vraiment, pensez à votre avion. Oui, vous avez besoin du levier sécurité, il y a pas de doute. On n'est pas en train de l'enlever quand on fait la vision. Quand on fait la vision, on se donne une direction à long terme, on se donne un rendez-vous dans le futur. On n'est pas en train de définir tout le chemin, chacune des balises. C'est pas complet et c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, ça va avec un autre piège. Alors celui-là, il est très fréquent, c'est une vision égale un objectif. Tu le disais tout à l'heure, doubler le chiffre d'affaires en X années ou plus 10% de chiffre d'affaires. Alors là, ça marche jamais. Et c'est pas un méga objectif non plus, hein. C'est même s'il est raisonnable. On se dit, ah oui, d'accord, ça peut pas être un objectif, donc je vais dire, on va aller conquérir 10 millions de consommateurs supplémentaires pour montrer que c'est pas vraiment un objectif qu'on suit dans un KPI, etc. Et oui, mais ça reste un objectif, ça reste un... Puis en plus, c'est atteignable. On le verra, c'est atteignable, ça veut dire qu'à un moment, la vision est finie. Bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre. De dire que la vision est finie. Pensez à Décathlon, hein. C'est que tu décris Décathlon, liberté, égalité, fraternité. Et en fait, globalement, toutes les bonnes visions, c'est des choses qu'on n'atteint jamais complètement. Ouais, qui sont jamais totalement finies. Et faites attention parce que des fois, elles ont vraiment pas l'air d'être comme ça. Mais si on dit devenir le leader de la qualité ou devenir le leader de ce produit, c'est pas du tout, ça a pas l'air d'être du tout chiffré. C'est un objectif, ça, hein, clairement. Il y a pas de doute. Ça peut être une conséquence de votre vision. Et c'est très bien d'avoir des ambitions. Oui. Ou des objectifs ou des ambitions. Tout ça, c'est très respectable de vouloir être leader ou de vouloir être une référence, etc. Mais n'imaginez pas que ça va apporter le niveau de connexion, de valorisation, etc. qu'on attend d'une vision. Donc ça, c'est les objectifs. Pareil pour une stratégie, ça marche pas non plus. Donc on peut pas juste dire notre vision, c'est conquérir les US. Ça reste un objectif. C'est ça, sauf si on appelle Christophe Colomb éventuellement et qu'on se lance dans la découverte d'un nouveau monde, mais sinon non. A priori non. Et non plus un axe de travail majeur. Ça peut être très important et quelque chose qui va vous animer énormément au quotidien. Mais une vision, ça peut pas être un axe de travail. D'ailleurs, le problème si c'est un axe de travail, c'est que généralement tout le monde va pas pouvoir s'y retrouver, puisque même s'il est majeur, il va pas occuper 100% des gens. Une vision, normalement, tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde peut s'y retrouver. Ouais, exactement. Et on en discutera après sur les éléments qui font une bonne vision, mais c'est pas non plus une valeur, juste pour finir, parce que ça peut être une vraie tendance. Et même, on pourrait dire liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs, mais c'est pas vraiment des valeurs en fait. C'est plutôt des visions du monde. Si on mettait à la place respect, intégrité, honnêteté, pour pas être d'accord avec ça, super, et pour que ça nous amène à faire des trucs différemment. Moi je pensais qu'il fallait être malhonnête, du coup j'étais parti dans cette direction-là, mais ok, je vais changer. Non. Surtout que la petite subtilité de liberté, égalité, fraternité, c'est qu'elles sont pas copines entre elles, ces notions-là. Donc exactement. Donc en plus, ce qui la rend intéressante, c'est que justement, faire de l'égalité et de la liberté, c'est compliqué. Si on était aux US, égalité, ils s'en foutent un peu. Par contre, liberté, ils y vont plus que nous. Dans d'autres pays, ils vont faire de l'égalité très fort, mais la liberté, ils s'en battent un peu les steaks. Et on ne dira pas lesquels. Et on dira pas lesquels. Pas se fâcher. Non, mais par exemple, les États-Unis, on voit très bien, c'est très clair qu'ils sont plus liberté que nous, mais ils ont probablement moins les deux autres, quoi. Alors la question là, si vous vous dites ma vision est toute pourrie, je suis au fond du seau, pas toujours. En vrai, je trouve que ça vous donne des indices de ce qui va pas. Moi, je crois que le problème qui va derrière, on va en parler, c'est aussi vous avez un problème de com, c'est-à-dire que on met derrière vision des mots en espérant qu'ils vont fédérer tout le monde. Donc on met les mots creux, on met les poncifs, on met des choses comme ça. Mon expérience, c'est que les visions sont souvent là, un peu latentes, un peu cachées. C'est rare qu'elles soient pas là.
Du tout. Ou alors dans des boîtes vraiment dans une situation catastrophique. Mais souvent, elles sont un peu là. Et c'est parce qu'on n'a pas osé afficher quelque chose d'un peu singulier qu'en fait, on ne voit même pas qu'on en a une. Pareil, une des choses qu'on dit beaucoup à nos codires, c'est on va faire le travail de définition de votre vision, où en effet, on part de ce qui existe déjà un peu entre vous, dans votre façon de faire, dans vos singularités. Mais on va pas réfléchir à la façon dont on va le communiquer. Parce que sinon, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les pièges dont on a dit là, le côté poncif, le côté trop long, etc. C'est qu'on se dit, je m'imagine en train de la communiquer. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et me dire, voilà, mais si je dis un truc aussi, rendre le sport accessible, qu'est-ce que va dire mon responsable premium qui lui vend que des trucs très haut de gamme et très chers. D'abord, on définit la vision qui est qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qui nous anime, etc. Même mal dite. Ouais, même une notion, un mot, deux mots qui se font face. Ensuite, on réfléchira plus tard à la façon dont on le communique, ce qu'on doit dire avant, après, etc. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pas parce que ça doit fédérer les gens qu'il faut mettre cet objectif trop tôt. C'est pour ça qu'il faut faire les visions au vert. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut accepter qu'on dise beaucoup de conneries pour les créer. Qu'on le fasse en plusieurs fois. Qu'on le fasse en plusieurs fois, qu'on se prenne le temps de le faire. Alors justement, il faut qu'on parle un peu de comment on va fabriquer la vision. Maintenant, alors fabriquer ou révéler du coup, parce que je pense qu'en fait, vous avez déjà beaucoup de choses, rassurez-vous. Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu démarres, toi? D'abord, je donne des critères qui font qu'une vision, on pourra la tester après et voir si elle correspond. Et je pense que le plus important et le plus difficile, donc je vais commencer par là, c'est le côté singulier contestable. Et là, c'est là où il y en a pas beaucoup qui arrivent à passer ce cut-là. C'est si on est obligé d'être d'accord avec la vision, c'est donc pas une vision. Ça peut être autre chose, mais ça n'est pas une vision. Si en revanche on se dit, tiens, quand on va parler de cette vision, ça va générer du débat, là c'est intéressant. Rémi, qui nous en a parlé il y a pas très longtemps, chez Hermès, il y a 10 ans, il constituait un pôle avec 3 entités. Et il fabrique des sacs à bain, donc de production. Ouais. Exactement, des pôles de manufacture. Et donc il y avait 3 sites qui devaient trouver une espèce de vision commune de ce qu'ils allaient poursuivre à travailler ensemble. Et la vision qu'il a trouvée, on parlera aussi de pourquoi c'est une bonne vision plus tard, c'est de faire de son pôle un lieu d'audace nourricière. Quand il a parlé ça à ses équipes en dessous, enfin son équipe codir et les équipes en dessous, 3 mois plus tard, on dîne ensemble et il me dit ça va pas, ça marche pas. Ils viennent tous me voir, ils me disent mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est hyper conceptuel, audace nourricière, ça veut rien dire, etc. Et du coup je dis ah d'accord, donc en fait tu as fait une vision et depuis les gens viennent te voir pour t'en parler. C'est pas mal quand même, non? et il me dit ouais mais enfin s'ils sont pas d'accord et que ça les aide pas, etc. Je dis mais ça attends un peu parce que ça mette un peu de temps parce que c'est bizarre, un peu flou, etc. C'est pas si grave. Si à la fin ils disent ah mais j'ai compris, du coup j'essaye ça me donne envie de faire autre chose que je faisais pas avant ou de faire plus quelque chose que j'avais commencé à faire et que j'avais abandonné. 6 mois plus tard, on en a reparlé amusé. Je changerais pour rien au monde cette vision et elle est toujours vraie 10 ans après. Et c'est vraiment quelque chose que quand on en parle en dehors, ça les fait un peu rigoler sur le thème. Qu'est-ce que c'est que cette vision? En interne, je peux dire, ça fait pas rigoler. Ça fait quelque chose aux équipes et à leur passage à l'action. Il y a énormément de managers qui viennent me voir et j'imagine c'est toi, c'est pareil pour me dire mais comment je fais pour que les gens prennent des initiatives? Comment je fais pour pas qu'ils soient comme ça béni oui à faire ce qu'on leur demande et puis qu'ils proposent des choses et puis qu'ils soient proactifs et puis tous ces trucs. En fait, une vision, ça sert à ça, mais pour que ça marche, il faut que ce soit bizarre. Toi, tu dis singulier, c'est même bizarre. Singulier, contestable, voire bizarre. Et moi, je mets même souvent une petite contrainte. Si le mot vous gêne un peu, c'est bien. Si le mot est trop cool, si c'est trop un mot d'entreprise, s'il est trop utilisé chez vous, si tout le monde en parle tout le temps, ça va pas être bon. Vous créerez pas d'initiative avec une vision de respectons-nous entre nous. Ça peut servir dans d'autres sujets, mais c'est pas une vision. Ou alors ça dépend de l'état d'esprit de la boîte. Oui. Je dis ça parce que j'ai un autre exemple qui est presque un peu contradictoire avec ce qu'on se dit là, mais qui montre aussi que ça doit être simple malgré tout, flou ou contestable, mais simple dans la façon de l'appréhender, c'est-à-dire à la fois court et avec quand même des mots que tout le monde connaît, même si on comprend pas bien ce qu'ils font ensemble, comme le lieu d'audace nourricière. Et je te donne un autre exemple. J'avais travaillé chez PSA il y a encore là aussi un certain nombre d'années dans une usine où ils avaient un travail de vision à faire dans un contexte où ils sortaient de 3 semaines de grève, ce qui, vu l'usine en question qui fabrique des petits bouts de moteur, avait bloqué toutes les autres usines du groupe PSA. Autant dire que ça perd des millions et des millions par jour. Ils avaient un climat social très dur qui faisait que les managers de toute façon ne mettaient même plus le pied sur leur terrain. Ils avaient eu un mort la nuit inexpliqué dans leur usine. Et globalement, ça n'est pas que contextuel, c'est que c'est une usine qui était en périphérie parisienne et qui a beaucoup vécu de difficultés à connecter entre le haut et le bas depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'était un peu la culture de la boîte. Et donc la vision du patron et de son codir, ça a été de dire retrouvons
la fierté du travail bien fait, le plaisir de réussir ensemble. Ça correspond à rien de ce qu'on a dit là. Oui. Il y a que des mots gentils, etc. Ouais. Mais c'était transgressif dans le contexte. Quand il l'a partagé à son équipe, quand il a formulé ça pour la première fois, il y a eu un silence de cathédrale derrière. Pendant quelques minutes au moins, ça fait très très long en fait. Et quelques yeux qui brillaient quand même. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec le boss en question, on a trouvé notre vision. Je suis assez d'accord, et c'est pour ça que effectivement mon exemple du respect était pas le bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit singulier, différent, et que c'est souvent que de l'extérieur, quand on la regarde de l'extérieur, on ne comprend pas sa valeur. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Exactement. C'est le cas tout basique, c'est ridicule. Ouais, mais pas pour cette boîte. Ouais. Ça vous fait pas cet effet sur Decathlon, parce que Decathlon a une vision qui en plus est une vision commerciale, marketing, qui va entre l'interne et le marketing. Et donc, ça nous fait moins cet effet. Mais en vrai, une vision, elle a pas besoin d'être marketing. Elle a juste besoin, à l'intérieur d'une histoire d'entreprise ou de groupe, de se révéler singulière et de générer se dire ça chez nous, c'est dingo. Alors, on travaille avec des équipes de Jacquemus, donc une marque de luxe des plus dynamiques au monde. Dans les jeunes, c'est peut-être la plus dynamique au monde. Et la directrice du retail, Sandy, qui nous regarde sûrement, veut que dans sa vision de son équipe, il y ait le mot tranquillité. C'est pas de la tranquillité au mode on va bosser très très peu dans notre journée. Ouais, voilà. Mais par contre, avoir cette ambition, cette vision de tranquillité au sein de, il y a pas que ça dans la vision, mais de la tranquillité dans cette phase de croissance extraordinaire, c'est évidemment un mot totalement délirant. Et dans d'autres boîtes, on dirait mais tranquillité, t'es pas fou, il faut exactement l'inverse. Mais chez Jacquemus, je crois que ça serait du bien à beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord. Mais chez Jacquemus, c'est particulièrement spectaculaire, et donc c'est intéressant ça crée quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, dans tous ces exemples qu'on donne, il y a deux autres arguments qui sont importants pour moi pour faire une bonne vision. La première, c'est qu'elle ne doit pas pouvoir être dit sans émotion. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut dire, oui, vous vous souvenez de notre vision, c'est ça, et donc on est toujours là-dedans, ça veut dire que c'est pas une bonne vision. Si on s'arrête pas et si on n'est pas, même si c'est la 15e fois qu'on le dit, encore un peu touché, sans dire que les larmes nous coulent, et un peu touché quand même par la vision qu'on communique, ça veut dire que c'est pas une bonne vision. Oui, je reprends cet exemple de tranquillité. C'est dans ton test là, si elle veut raconter sa vision à son chef et qu'elle lui dit moi ma vision c'est tranquillité, et qu'il va lui dire tu t'es trompé d'endroit. Donc pour vendre sa vision, qui est géniale, il va falloir qu'elle dise ça va sûrement te surprendre, mais laisse-moi 5 minutes. C'est tranquillité et je vais t'expliquer pourquoi. Et du coup, là déjà, tu vois, je me suis mis dans une énergie, émotion positive. Je suis obligé parce que sinon tu vas te foutre de ma gueule. Et c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, comme Audace Nourricière, comme plein d'autres. Et récemment, là, on accompagnait une entreprise qui s'appelle Fif Solios et ils avaient aussi ce travail de voir, et c'était important pour eux de définir la vision et de la révéler, parce que là c'était vraiment exactement ça. Donc les membres du CODIR avaient réfléchi à des formulations, on avait vu un peu les points communs de toutes les formulations, et à la fin c'était la DG qui devait la synthétiser pour faire une proposition. Et à la fin, la phrase qu'elle a trouvée, c'est restons passionnés, soyons audacieux. Ce qui au fond marche bien, puisque ça montre un peu ce qu'on est, mais ça montre aussi ce qu'on n'est pas. Et ça, c'était contestable. Certains pensaient que ils étaient audacieux, d'autres ne pensaient pas. Ils disaient en fait, il faut pas confondre la passion et l'audace. On est passionné, il faut qu'on le reste, mais il faut aussi qu'on devienne audacieux. Donc ça marchait très bien. Quand elle l'a partagé à son CODIR, elle avait juste fait un petit travail de synthèse. Elle a partagé ça à son CODIR. Elle a été rattrapée par l'émotion. Parce qu'elle s'est dit, en fait, ça me rappelle que cette boîte, ce qu'elle a vécu après la Seconde Guerre mondiale, comment elle a essayé de se relever, les risques qu'ils ont pris à l'époque et qu'on a probablement perdu cette capacité à prendre des risques. Quand elle a repartagé 2 semaines plus tard à ses managers de terrain, elle est réattrapée par l'émotion. Et à chaque fois que quelqu'un parle de cette vision dans cette entreprise, il y a un truc émotionnel, ça touche une corne. Et ça donne cette espèce de force supplémentaire. Alors il y a plein de petites conséquences et je te propose qu'on n'aille pas dans le détail de chacune, mais parce que c'est des choses qu'on a déjà dit. Mais donc c'est forcément un peu court. S'il faut mettre 4 lignes pour l'expliquer, on s'en rappelle pas. C'est plus ou moins inatteignable. Toutes celles qu'on a dit sont inatteignables. Exactement. En tout cas, on peut s'en rapprocher. Moi je dis souvent c'est inatteignable, mais chaque pas vers elle est un progrès. Et en tout cas, si on l'atteint, il faut continuer à la préserver. Typiquement, retrouvons le plaisir de travailler ensemble. On peut trouver du plaisir à travailler ensemble, mais il faut jamais le perdre. Donc au fond, c'est un effort infini. C'est plutôt positif. Alors ça, dans certains contextes, ça peut devenir très très compliqué, mais c'est plutôt positif. Et en tout cas, je trouve qu'il y a toujours, là je parlais d'une réorganisation, celle-là on peut pas parler du nom de la boîte, mais qui peut vraiment bousculer. Et j'ai dit à mon client, mais en fait on va trouver une histoire autour de laquelle on va pouvoir se fédérer, et généralement elles sont un peu positives. Et puis c'est pas forcément très clair, ou ce qu'on a dit, c'est bizarre, c'est contestable de l'extérieur, voilà. Ne cherchez pas à briller en société grâce à la vision de votre entreprise. Si vous êtes Decathlon, vous allez pouvoir le faire parce qu'elle est vraiment stylée.
Mais en fait, il y en a plein d'autres qui marchent, moins bien formulées, moins spectaculaires que celles que des 4, mais qui font tout à fait leur effet et leur office, quoi. On peut terminer quand même sur un aspect très managérial de la vision et de savoir un peu comment ça se fait avec les équipes, comment ça s'anime, comment ça se garde. Il y a un truc qu'on s'est dit en préparant qui va peut-être surprendre ceux qui regardent toutes nos vidéos. On s'est dit, une vision, ça se fait pas en bottom-up. Bottom-up, c'est-à-dire ça doit pas être fait que du bas vers le haut. En tout cas, pas en 100% bottom-up. L'idée de se dire, et on voit très bien qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire du bottom-up. On dit, finalement, la vision, c'est pour tout le monde. Faut que ça doit correspondre à être au carrefour des aspirations. Donc, allons demander aux équipes quelle est la vision qu'ils ont envie pour cette boîte. Le risque de ça, c'est que ça met beaucoup de personnes autour de la table. En mettant beaucoup de personnes autour de la table, il y a beaucoup d'aspirations qu'il faut concilier, d'expressions et de mots qui sont importants pour moi. Et là, on va vite tomber dans un des pièges, qui est que le rendu sera certes très collectif. Alors là, il n'y aura pas de débat. Très collectif, mais en revanche, probablement trop long, évidemment un peu poncif et fortement nuancé. Oui, il y a un truc dans ce que tu dis que moi qui m'interpelle beaucoup sur le bottom-up et faire intervenir le truc, et je dis beaucoup à mes clients, c'est qu'en fait, ça les fait réfléchir en général. C'est qu'en fait, par nature, si tu interroges un très grand groupe sur un sujet, la répartition des opinions, vous connaissez ça, c'est une courbe de Gauss. Donc, il y a 80% des opinions. C'est pas que les gens sont conformistes, mais c'est qu'ils ont l'opinion générale du groupe. À ce moment-là, ils ont vécu l'histoire, ils ont vécu la même histoire, ils ont vécu les mêmes succès, les mêmes échecs, et donc ils ont des opinions qui sont pas toutes les mêmes, mais qui se regroupent autour une certaine cohérence. Et puis, vous avez de chaque côté 10% d'opinions un peu extrêmes. Quand on va faire un démarrage de vision, de travail de vision avec tout le groupe, en fait, statistiquement, on va voir le milieu. Et donc, si on voulait le faire avec tous les groupes, il faudrait faire un exercice qui est quand même très acrobatique, c'est-à-dire consulter 1000 personnes, mais donner beaucoup plus d'intérêt à une centaine d'avis plutôt qu'aux 900 autres. Parce qu'en fait, c'est dans la centaine d'avis un peu singuliers, dit en gueulant, dit en râlant, dit timidement, que généralement vous avez les idées les plus spectaculaires. Et puis, dernière chose, c'est pas très généreux, en fait, comme travail, de faire tout, demander aux équipes la vision, c'est comme de dire, les gars, on a un super projet, à vous proposer, mais vous voulez faire quoi, vous? Je sais pas, dis-moi quel est ton projet, tu veux nous emmener où? Bien sûr que moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, mais propose-moi quelque chose. Et du coup, la meilleure façon, plutôt que de faire du 100% qui vient du bas, avec les équipes, etc., participatif, c'est de proposer une vision. Et de se laisser la possibilité de dialoguer avec les équipes en fonction de la façon dont ils la reçoivent. On a eu ça, nous, récemment, dans une entreprise, avec le comité opérationnel, donc l'équivalent du CODIR élargi. Ils ont travaillé une vision, ça a été un peu difficile, du coup, on est un peu tombé dans les pièges, un peu trop évidentes, pas très singulières, pas très contestables. Ils ont partagé ça aux équipes, et notamment à leurs managers, à leur trentaine de managers en tout, qui ont dit, wow, je pense que ça nous définit très bien, je suis pas sûr que ça nous donne vraiment envie, etc. Et on n'a pas réagi tout de suite, on a attendu de voir comment, etc. Mais en fait, ça confirmait, il y avait un truc qui n'allait pas. Et du coup, on a fait un exercice en disant, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant, qui vous correspond et qui en même temps vous guiderait à aller plus loin et à dépasser le statu quo actuel. On a chopé des éléments, des notions, des trucs plus singuliers en effet. Et là, à ce moment-là, comme on a vu qu'il ressortait des choses très singulières, le DG Jean-Baptiste a dit, allez, 5 personnes. Pour me faire une nouvelle proposition de vision qui s'appuie quand même sur l'idée générale qu'on a eue au départ, mais qui intègre les notions dont on a parlé aujourd'hui. Ouais. Et donc là, c'est ce petit dialogue qui s'organise. Il faut arrêter au bout d'un moment d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais totalement satisfait, mais là, on sent qu'il va y avoir une deuxième version, plutôt portée par les équipes, plus singulière, et qui en même temps intégrera l'idée de départ, et ça va être super. Oui, et puis moi, je rappelle souvent un truc. Alors là, c'est une expérience de marketing, mais c'est ça, les gens le gardent bien en tête. C'est la rare fois où j'utilise Steve Jobs en management, mais j'utilise pour ça quand même. C'est que s'il avait fait une enquête des utilisateurs de téléphone avant de lancer l'iPhone sur le téléphone de leur rêve, personne n'aurait défini ce téléphone. Tout le monde aurait défini le même en un peu mieux, avec une fonctionnalité supplémentaire, etc. Quand vous voulez que votre vision véritablement sorte de l'ordinaire, un sondage, un grand groupe ne va vous donner que l'amélioration de l'ordinaire. Et c'est pas parce que individuellement les gens sont conformistes, c'est juste que le grand groupe va lisser totalement les aspérités. Taper au cœur de la cible, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, petit truc de LinkedIn qui est quand même un peu vrai, c'est pour ça qu'on dit les managers doivent être visionnaires. C'est qu'en fait, ils doivent pas être visionnaires pour faire à la place des autres le sujet, c'est que quand je dois engager une équipe, emmener une équipe dans quelque chose,
bah il faut que je propose un truc, puis après on voit comment la balle m'est renvoyée. Et si je propose rien, c'est très creux, c'est très pauvre. ouais, voilà. Et tu vois, nous on l'a fait pour nous, pour notre cabinet. Nous, notre vision, elle est autour de aider les managers courageux sur le long terme, enfin sur les enjeux long terme. Sur les enjeux long terme. Par exemple, long terme, c'est nous qui avons amené cette notion. Et il y a eu plein de débats sur, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par long terme? Mais alors, long terme, c'est quoi? C'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on fait pas, il y a des missions qu'on fait pas, il y a des sujets qui nous intéressent pas. Passionnant. Passionnant. Et tous ces débats font le truc. Mais au départ, c'est nous qui avons balancé ces 2 mots-là. Et en revanche, il y a un des mots qu'on avait utilisé, parce qu'on s'était dit même qu'on allait promouvoir la transgression plutôt que le courage. Pour montrer que dans les grands groupes, le courage ressemble à la transgression. Et là, ils nous ont dit non, c'est trop caricatural, ça parle trop à une certaine population, mais pas à tout le monde, etc. Et donc, finalement, c'est le courage qui l'a emporté sur la transgression. Donc, l'équipe a aussi participé, évidemment, à la définition de la vision. Ouais, c'est typiquement la balle qui revient, qui nous aide à faire une deuxième offre meilleure, mais n'empêche que au service, il y a les leaders de l'entreprise ou les leaders de l'équipe qui font une proposition, et comme tu dis, c'est plus généreux comme ça. Et si on est ouvert à la réaction derrière, c'est pas du tout autocratique et autoritaire. Au contraire, c'est juste, tiens, on engage la balle et puis on va voir comment la partie se joue. Est-ce que, à ton sens, on a fait le tour du kit de survie sur une vision? Oui, alors on pourrait parler de comment on l'anime. Tu disais comment on la définit et comment on l'anime. La question étant, une fois qu'on a défini cette vision, il faut surtout pas que ça arrête un slogan qu'on met en baseline des documents PowerPoint. Ou à la dernière slide, cette espèce de slide merci qu'on remplace par ce qui devrait être la vision. La vision, elle doit être mise un peu partout et le plus près possible du concret. Là encore, on reprend l'exemple de Decathlon. Decathlon, rendre accessible à tous les bienfaits du sport, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser quand ils vont se dire comment on forme un vendeur, qu'ils vont utiliser sur comment on fait notre mix prix de nos produits, etc. Comment on fait nos produits. Comment on fait nos produits, où est-ce qu'on implante nos magasins, etc. Si on le met juste au début à la fin, à l'intérieur, le financier va faire de la renta, etc., etc. Et donc ça va servir à rien, puis on se sera juste donné bonne conscience en disant mais rappelez-vous, on se bat pour ça. Non, faut le connecter au concret le plus possible. Oui, ça s'invente. Je vous ai dit, ça s'invente et ça se formule dans un séminaire ouvert. Mais après, il faut pas attendre le suivant pour en reparler et on va vraiment l'animer tout le temps. Ne tombez pas dans l'obsession de se demander à chaque réunion si tout est absolument bien connecté à ça. C'est pas la vérité des entreprises. C'est pas une police de la pensée non plus, Mais dans toutes ces entreprises qui se plaignent de pas avoir la capacité à prioriser, qui n'arrivent pas à le faire, c'est très difficile. Ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo un jour sur le sujet. Mais la vision, elle est là justement quand vous avez un débat entre est-ce qu'on fait ce produit ou celui-là, est-ce qu'on a cet argument de vente ou celui-là, ou ce pricing ou celui-là. Dès que vous hésitez, vision. Exactement. Et il y a plein de fois où c'est un problème soit totalement technique, soit on n'hésite pas, et à ce moment-là, normalement, ça fonctionne, quoi. Ça, c'est très important à préciser. Bon, alors j'imagine que vous avez plein de visions et vous vous dites qu'elles sont pas forcément très bonnes. C'est pas forcément le cas, mais essayez de chercher de façon un peu plus singulière les choses que vous avez mis de côté, mais qui existent quand même. Partagez-nous aussi les bonnes visions, celles qui vous ont aidé, et on les jugera pas parce que si elles vous ont aidé, c'est qu'elles étaient bonnes. Et qu'on les juge pas de l'extérieur. Ouais, on peut pas les juger de l'extérieur, voilà. Donc faites ça, et puis nous, on est toujours ravis de venir discuter les visions avec tous ceux qui le souhaitent. Je crois que c'est les discussions qui nous amusent le plus, en tout cas nous tous les deux. Donc écrivez-nous ou contactez-nous pour parler de vos visions. On sera ravis d'échanger avec vous et puis de les évaluer ensemble en regardant si elles correspondent bien à ce que vous voulez en faire. Merci Charlie. Merci Patrick.